Bonjour tout le monde, c'est SOS Petite Bête. Aujourd'hui on se retrouve encore une fois chez le partenaire Reptileague. Donc aujourd'hui c'est pour le Bowie Day, donc on va représenter plein de bois et de pitons. Voilà, il y aura plein de phases de Pitorejus et tout ça. Et il y a même le python le plus rare au monde. Le Morelia carinata. C'est parti. Ouais. La Spidites ramsey. Alors, qu'est-ce qu'il a de spécial ce python australien? C'est un des rares pythons à ne pas posséder de fossettes thermosensibles. Fossettes thermosensibles, c'est ces petits trous qu'on voit près du museau, près du nez, qui sont des membranes thermosensibles, c'est-à-dire qu'elles sont sensibles à la chaleur, et qui sont reliées aux yeux pour permettre au serpent d'avoir une vision infrarouge de son environnement. Autrement dit, un petit rongeur qui serait caché sous un tas de feuilles serait invisible à la vue de n'importe qui, pas du serpent. Grâce à ces petites fossettes thermosensibles, arrive à les voir. Donc en fait, lui, il en possède quand même. Elles sont juste recouvertes d'écailles, donc elles ne sont pas visibles. Là, si on regarde sur le python Brongersmay, juste à côté de son nez, on les voit, les petites fossettes thermosensibles, qui ne sont pas protégées par des écailles, donc on voit la peau qui est très fine et très vascularisée pour détecter la chaleur. Donc ça, d'un simple coup d'œil, on voit tout de suite que la Spidites, il a ses fossettes thermosensibles recouvertes d'écailles. Voilà. Donc c'est un très beau serpent australien qu'on a ici disponible à la vente, vraiment magnifique. Et il a un proche cousin, la Spidites melanocephalus, qui veut dire en latin la tête noire. Bon, il est ici, juste là. Et la tête noire, à quoi lui sert cette tête noire? En fait, c'est simplement pour se réchauffer le matin. C'est des serpents qui vivent dans des terriers, donc ils sont planqués dans des terriers où il fait beaucoup de frais. Et s'ils veulent augmenter la température de leur corps, une façon très simple, on sort juste la tête, comme ça on n'expose pas tout le corps à un danger. La tête étant noire, elle récupère bien les infrarouges du soleil et elle chauffe. Et avec la circulation sanguine, on va transférer cette chaleur au corps qui est caché à l'intérieur du terrier, et le serpent se réchauffe comme ça. Donc c'est une superbe adaptation à son milieu. La Spidites ramsey l'a pas, lui, à aller savoir pourquoi, donc il faudra demander à Mère Nature pourquoi est-ce qu'elle en a favorisé certains et pas d'autres. Mais voilà, j'ai pas la réponse. C'est ça qui est cool aussi. Donc voilà pour notre petit ami, le Woma. Son nom vernaculaire, Woma, c'est simplement le nom que les aborigènes donnent à ce serpent en Australie. Voilà, c'était mon coup de cœur de la semaine. Coup de cœur de Clément, la vraie avec vous, SOS Petit. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans là? Ce petit serpent tout marron, tout noir, tout gris, tout mignon, avec un tarif si élevé. En fait c'est parce qu'il a dans son patrimoine génétique quelque chose qui va faire paf partout et qui va grandir. On parle de changement ontogénique. Donc, tout le monde le connaît, ce changement ontogénique, avec le Morelia virilis qui va naître soit rouge orangé ou jaune et qui devient vert beaucoup plus tard. C'est pas le seul à faire ça, il y a plein d'autres serpents. Si je vous dis que celui-ci il va avoir des taches jaunes, vous ne croyez pas? Regardez.
voilà ce que ça va donner. Le python diamant. Alors pourquoi on l'appelle python diamant? Parce que avec beaucoup d'imagination, les petites taches sur le dos, ça ressemble à des diamants. Des fois, il ne faut pas tellement chercher très loin le nom des serpents, ça vient juste de là. Donc quand ils sont nés, quand ils sortent de l'œuf, c'est un python qui pond des œufs, normal. Ils ont cette petite coloration là qui est pas très heureuse, pas très sympa. Et en étant patient et en prenant bien soin de son serpent et en lui faisant prendre tous ses repas, il va devenir un serpent bien grand, bien balèze avec des couleurs vraiment magnifiques. Donc là on a la forme jaune, tous les petits points jaunes parsemés là sur son corps sont vraiment magnifiques. Vous avez des phases blanches qui sont vraiment aussi super sympas. Juste après la mue on est vraiment sur quelque chose de très beau. Et encore plus rare, il existe une phase verte. Alors avant qu'on laisse celle-là, il va se passer du temps. Mais voilà, je trouvais ça intéressant de montrer qu'il n'y a pas que le Morelia viridis qui observait un changement de couleur. On l'a également chez le python diamant. Voilà. Il veut parcourir le monde. Et ouais, parce qu'il veut aller au concert d'Ariana Grande. Voilà, il est incompris. Tu filmes? Ouais. Ok. Alors ouais, SOS Petite Bête qui redonne un foyer. On a un ambassadeur pour vous. Ce varan des savanes nous a été ramené par les pompiers qui l'ont retrouvé sur un parking d'un restaurant japonais en banlieue parisienne. Donc on est bien loin de son biotope naturel, l'ouest de l'Afrique. Donc quelle est son histoire? On ne la connaît pas. Est-ce que quelqu'un l'a relâché? Est-ce qu'il a échappé à la vigilance de ses propriétaires? On n'en sait rien. Mais toujours est-il qu'effectivement, heureusement, vu l'hiver qui arrive, là, heureusement qu'il a été retrouvé et qu'on a pu le mettre dans un terrarium bien chauffé avec une alimentation équilibrée. Encore que, il a l'air d'avoir été bien nourri et bien entretenu, parce qu'à part quelques brûlures sur le cou qui ont bien cicatrisé, sûrement dû à un appareil de chauffage défectueux ou mal protégé. Voilà, aujourd'hui il va bien. Mais ouais, donc ça arrive toujours, des abandons ou des animaux qui s'en vont, donc c'est très important de faire attention à ce que les terrariums soient toujours bien fermés, que les animaux n'échappent pas à la vigilance de ses propriétaires, pour éviter effectivement que la terrariophilie souffre d'une mauvaise image de personnes peu précautionneuses qui laissent s'échapper des animaux qui peuvent mettre mal à l'aise certaines personnes, parce que même si on trouve ça super mignon, il y a des gens qui ça fait peur. Donc ouais, lançons un appel à tout le monde, faites attention, soyez sérieux, faites gaffe à vos animaux. Donc voilà, lui il nous prouve aussi qu'un animal qui est bien manipulé, bien traité, bien cool, bah vous voyez, on peut en faire un animal quasiment de compagnie, on peut le caresser, lui faire des petites papouilles, il est vraiment super imprégné quoi. Donc avec du travail on arrive facilement à ça. Super sympa. Comment il s'appelle le vôtre? Whooper. Whooper. Ouais, comme les burgers de Burger King. Ah, le Whooper comme le burger, c'est une bonne idée pour un lézard aussi, aussi glouton et vorace, ça lui va vachement bien. Eh ben on va te surnommer Big Mac alors. Super, un petit plan sur la langue. Allez, tire-nous la langue. Allez Big Mac. Yes. Tu veux le toucher? Tu veux lui faire une caresse, Sylvie? Oh. Toi aussi? Comment c'est? Tout. C'est doux et puis c'est chaud ou c'est froid? Là c'est un spécimen adulte. Malheureusement il a occupé avec un stagiaire et il a fait une autotomie. Mais là c'est en train de se régénérer. C'est fou, ça va assez vite. Comme beaucoup de lézards en fait, il y a certains lézards qui ne régénèrent pas leur queue. Comme par exemple les Rhacodactylus ciliatus, enfin Corellophus ciliatus maintenant. Eux ils régénèrent pas leur queue. En revanche, Chirurgus major, comme les iguanes, comme en fait, on peut pas dire la plupart parce que c'est vrai que certains le font, d'autres le font pas. C'est assez marrant. Les Phelsuma le font, par exemple. En fait, c'est beaucoup de lézards. Ceux qui le font, c'est comme les gécolopards, tout ça, c'est ceux qui se servent du lâchage de queue comme un moyen de défense. C'est-à-dire que quand ils se sentent menacés par un prédateur, ils lâchent leur queue pour que le prédateur se focalise sur la queue, et eux, comme ça leur permet de pouvoir s'échapper en fait. Donc voilà quoi, c'est un très beau lézard qui a une écaillure, enfin une sorte d'ostéoderme en fait. C'est une écaillure très dure.
Et en fait, ça lui fait comme une armure. Pour réussir à trouver et à enrager. Ça me fait penser au Tilka. Ça a été un périple. Ouais, c'est un peu. C'est ça un 5 ressemble aussi. un peu. En fait, non, c'est pas un 5. C'est pas un 5, d'accord. On se demandait justement. famille. C'est sa propre famille à lui. Ah oui, non, les mais gyrosauridés ou un truc comme ça. C'est monophylétique. D'accord. Ouais, c'est monophylétique, ouais, c'est. Et par contre, c'est une morphologie des lézards terrestres. Là, il est en train de faire sa queue, ça. Voilà, ouais, ça c'est une queue de repousse. Ouais. Ah ouais, j'aime bien. Il est en train de se régénérer. Et ça vit principalement où? En Afrique, donc Afrique de l'Ouest en fait. Donc il a peut-être pas les couleurs les plus C'est marrant ce petit bout d'écaille qui revient comme ça sur le côté. Ouais, c'est pour protéger les entrées des oreilles, ouais. Il a un comportement. Oh, c'est un lézard vraiment sympa. Et tu sais pourquoi on n'en voit pas beaucoup en Terre-Philippe? Parce que c'est la première fois que j'en vois. Et même la première fois que j'en entends parler. Bah ouais, parce que c'est pas un lézard très populaire jusqu'à présent. Il n'a pas été beaucoup importé, il n'est pas beaucoup reproduit. Je pense qu'il est relativement difficile à reproduire en captivité. Mais c'est un lézard qui est assez intéressant. Moi je rigole. C'est ça. La motivation des mecs, ça. Ah oui. Ça peut gérer. Moi j'en fais la... Petite mère. Merde, tu veux pas trouver. Qu'est-ce que tu l'as fait? Je sais que mon pouce ressemble à un rat, mais quand même.